Nous sommes le 22 avril 1915 sur le front du secteur d'Ypres, au sud de la Belgique. Une bataille décisive est engagée entre les troupes allemandes d'un côté et les troupes françaises, canadiennes et le régiment belge des grenadiers de l'autre côté. Il est 18 heures. Le ciel soudain s'obscurcit d'un nuage vert jaunâtre, très dense, qui envahit les tranchées dans lesquelles sont cachées les troupes alliées. Les gorges deviennent brûlantes, les douleurs thoraciques se font de plus en plus violentes, les corps asphyxiés tombent. Les autres paniquent, essayent tant bien que mal de se protéger du gaz avec des chiffons boueux et imbibés d'eau et d'urine, sortent des tranchées et s'enfuient devant l'armée allemande qui avance. Quand l'atmosphère s'éclaircit, plus de 5000 soldats sont à terre et 5000 sont faits prisonniers. C'est la première fois que l'armée allemande utilise des gaz de combat à une telle échelle. Ce gaz suffocant et toxique, cette vapeur verdâtre, c'est du chlore. 160 tonnes de chlore liquide ont été introduits dans plusieurs milliers de bonbonnes cylindriques bien orientées. À l'ouverture de ces bonbonnes, dès que le sens du vent a été favorable, le chlore s'est vaporisé instantanément et s'est échappé vers l'ennemi. Ce n'est que le début d'une longue série d'attaques chimiques qui seront déclenchées par les deux camps pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, plus d'un obus fabriqué sur 4, tous pays belligérants confondus, contenait une charge chimique. Même si dans l'histoire de l'humanité, les guerres ont toujours donné lieu à l'utilisation de composés chimiques toxiques, on peut dire qu'en ce 22 avril 1915, Homo sapiens vient de donner naissance à la guerre chimique moderne. Malgré toutes les conventions internationales visant à l'interdire sans succès, on peut citer la Déclaration de Bruxelles de 1874, la Conférence de La Haye en 1899, la Convention de La Haye en 1907, qui fut pour la première fois ratifiée par tous les pays impliqués dans le conflit de 1914. Enfin, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques signée le 13 janvier 1993 à Paris. Cette guerre chimique ne cessera plus jamais. Elle donnera naissance à des produits de plus en plus sophistiqués. Vous avez là quelques formules chimiques, comme le phosgène, un gaz suffocant et hautement mortel, le fameux gaz moutarde, qui fait son apparition en 1917, le gaz sarin et de nombreux autres composés organophosphorés neurotoxiques comme le tabac. Dans les années 60, l'agent orange, un mélange d'herbicides et de dioxines issu des laboratoires Monsanto et Dow Chemical, a été très largement utilisé pendant la guerre du Vietnam. On estime aujourd'hui que près de 80 millions de litres de ce défoliant cancérigène ont été déversés, qu'il a touché 20% des forêts du Sud-Vietnam et empoisonné 400 000 hectares de terrains agricoles et de rizières. Plusieurs millions de Vietnamiens ont été exposés à ces composés avec de redoutables conséquences pour leur santé. En termes de quantité de composés chimiques toxiques utilisés, cette guerre est considérée comme la plus grande guerre chimique de l'histoire. Le 16 mars 1988, l'armée irakienne a bombardé à l'arme chimique la ville kurde d'Halabja, tuant 5000 hommes, femmes et enfants et laissant 7000 blessés et handicapés à vie. Le 21 août 2013, un bombardement important à l'arme chimique a lieu dans l'est de Damas, faisant plusieurs centaines de morts. La Syrie posséderait plus de 1000 tonnes d'armes chimiques, issues d'un programme chimique débuté dans les années 70 avec l'aide de la Russie. Le 11 octobre 2013, le prix Nobel de la paix est décerné à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, qui a supervisé depuis sa création en 1997 la destruction de 80% des stocks d'agents chimiques déclarés à environ 60 millions de tonnes. Le développement de l'arme chimique mortifère pendant le conflit de 1914 a, de façon à la fois évidente et paradoxale, joué un rôle majeur dans la montée en puissance de l'industrie chimique, qui deviendra l'une des plus importantes industries des sociétés modernes et émergentes, contribuant à leur croissance et à leur progrès économique et social sans précédent pendant une grande partie du XXe siècle. L'Allemagne a compris, dès la fin du XIXe siècle, l'importance de cette industrie, avec un développement fantastique d'entreprises comme BASF, Bayer, Hoechst,
qui domine en particulier le marché des colorants, à l'époque le secteur d'activité le plus dynamique. Cette puissance industrielle a constitué pour l'Allemagne un avantage déterminant pour le développement de son industrie de l'armement et pour le déclenchement de la guerre. Comme l'écrit Charles Moureux, dont je parlerai longuement plus tard, dans son ouvrage « La chimie et la guerre » paru en 1920, je le cite, « Il est certain que sans la puissance de son industrie, et tout particulièrement de son industrie chimique, sans ses usines de matières colorantes aisément et rapidement transformables, le cas échéant, en usines à explosifs ou autres produits de guerres éventuels, sans la situation misérable qu'elle connaissait bien de notre industrie face à la sienne, jamais l'Allemagne ne nous eût déclaré la guerre. » Nous pouvons mettre en particulier en avant les travaux du chimiste allemand Fritz Haber, menés avant la guerre, entre 1894 et 1911, à Karlsruhe. Fritz Haber a réussi à combiner l'azote de l'air avec de l'hydrogène pour produire de l'ammoniac, qui est un véritable exploit de la synthèse chimique. Grâce à ce succès, il lui sera décerné le prix Nobel en 1918. C'est Karl Bosch qui a mis au point le procédé industriel chez BASF, procédé qui est encore aujourd'hui appelé procédé Haber-Bosch, et toujours utilisé dans l'industrie, notamment pour la fabrication d'engrais qui constituent plus de 80% de la consommation mondiale d'ammoniac. Grâce à cette abondance d'ammoniac, BASF en produisait près de 9000 tonnes par an en 1914. L'Allemagne disposait au début du conflit d'une ressource sans équivalent pour synthétiser un dérivé de l'ammoniac, de l'acide nitrique, de façon industrielle, et donc des nitrates, indispensables non seulement à la production d'engrais industriels et à l'agriculture, mais aussi à la fabrication des explosifs. La seule ressource disponible à l'époque était constituée par les gisements de nitrates du Chili. La production de nitrates synthétiques à grande échelle par oxydation de l'ammoniac, également un processus chimique délicat, fut résolue en mai 1915 dans les laboratoires de BASF à nouveau. En même temps, la société Bayer mettait son appareil productif, et en particulier ses laboratoires des colorants, au service de la recherche et de la production de gaz toxiques. On le voit bien, le développement au cours de ces années de l'industrie chimique allemande, initialement très tournée vers les colorants, doit beaucoup aux besoins de production de l'ammoniac, des nitrates, des gaz toxiques, brome, chlore, gaz moutarde, liés à la guerre chimique. Il faut bien admettre que de nombreux procédés chimiques industriels d'importance issus de la recherche, c'est le cas du procédé Haber-Bosch, en Allemagne tout particulièrement, ont vu le jour au début du XXe siècle en raison d'impératifs notamment liés à la guerre. À l'inverse, la guerre de 14-18 a révélé à quel point le retard de la France en matière de recherche et de développement dans les domaines de la chimie et de la physique également était catastrophique, comme l'écrit Charles Moureux. Plus spécifiquement, la France ne dispose pas de véritable industrie chimique et ne produit ni chlore, ni brome, ni nitrate en quantité suffisante pour pouvoir répondre à la guerre chimique déclenchée par les Allemands. En août 1914, les ministres de la guerre et de l'instruction publique mettent en place une commission pour étudier les inventions d'intérêt pour la défense nationale. C'est ainsi que, par exemple, à l'ESPCI, Paul Langevin travaille sur les propriétés piézoélectriques du quartz pour la détection de sous-marins. Du côté de la chimie, c'est notamment Charles Moureux, chimiste de grande réputation à l'époque, qui est sollicité par les autorités politiques et militaires et qui jouera un rôle déterminant, non seulement dans l'impulsion de nouvelles recherches, en particulier pour la production d'armes chimiques, mais aussi dans l'organisation du système de recherche français, alors totalement désorganisé. Il ne fait aucun doute que l'homme de science est conscient de la gravité de cet engagement. Mais il est profondément patriote et, choqué par l'attaque au chlore déclenchée par l'armée allemande à Ypres en avril 1915, il ne répond qu'à son devoir de citoyen français en mettant ses compétences scientifiques au service de la défense de son pays.
Cet engagement va lui coûter de ne jamais recevoir le prix Nobel qu'on a, au cours de sa vie, à plusieurs reprises pensé lui attribuer. Ce patriotisme, il l'exprime dans une conférence au casino de Biarritz, où il parle de la France dans des termes rapportés par Camille Matignon au nom du Collège de France le jour de l'enterrement de Charles Moureux, décédé le 13 juin 1929, termes que pourraient utiliser nos dirigeants politiques actuels en ces temps de crise de confiance. Je le cite. « La mission historique de la France exige qu'elle soit forte, elle le sera. Douter d'elle, de sa vitalité, de sa force de résurrection, de sa faculté de rebondissement, douter que par un précoce relèvement économique, en dépit d'obstacles surhumains, elle ne s'impose encore à l'admiration du monde, ce serait ignorer sa grande histoire ancienne et récente. » En tant que professeur de chimie au Collège de France, c'est avec beaucoup d'émotion et de respect que j'évoque le nom de Charles Moureux, même si ce nom est attaché à la production d'armes chimiques et de gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Il faut bien avoir à l'esprit la violence des conditions historiques dans lesquelles les intellectuels français exerçaient leur activité à l'époque. Les sentiments patriotiques et nationalistes s'en trouvent exacerbés et jouent un rôle essentiel dans leurs choix professionnels et politiques. Je reviendrai sur ce thème un peu plus tard en évoquant la figure de Maurice Barrès. Si je m'attarde sur Charles Moureux, c'est en effet qu'il fut l'unique professeur nommé au Collège de France pendant les 4 ans du conflit. Ce sera en 1917, il avait 54 ans, sur la prestigieuse chaire de chimie organique, précédemment occupée par de très grands chimistes, succédant à Emil Jungfleisch, lui-même successeur de Marcellin Berthelot. Il le méritait. Chimiste organicien de synthèse, élu à l'Académie des sciences en 1911, il était notamment reconnu pour ses travaux sur l'acide acrylique et ses dérivés, mais également sur les composés acétyléniques, les composés phénoliques, notamment les produits naturels tirés des essences végétales, enfin aussi sur les gaz rares. Mais bon, ces gaz ne sont pas toxiques. Pendant ces années de guerre, Charles Moureux et son disciple, Charles Dufraisse, travaillent sur l'acroléine. C'est cette molécule que vous voyez ici, toute simple. Un précurseur de l'acide acrylique qu'il connaît bien. Il s'agit d'un composé dont les vapeurs sont très irritantes et très lacrymogènes. Il le savait depuis 1893 quand il utilisait cet aldéhyde pour préparer l'acide acrylique. L'acroléine sera utilisée comme gaz de combat. À la fin de l'année 1916, les obus de l'artillerie française contiendront aussi de l'iodure de benzyle, également étudié par Moureux et Dufraisse, à l'École supérieure de pharmacie où Moureux a été nommé en 1907. Ces recherches, justifiées par la guerre et qu'on peut juger aujourd'hui inacceptables, ont conduit Charles Moureux à une découverte majeure sur le plan fondamental et qui va déboucher sur des applications d'une très grande importance pour le bien-être de l'humanité. Ces travaux, seulement publiés en 1922, 7 ans avant sa mort, avaient démarré en pleine guerre. L'acroléine, développée par Moureux pour la guerre chimique, et dont je viens de parler, est un composé instable qui a tendance à se polymériser au contact de l'air, plus spécifiquement, et ainsi à perdre ses propriétés toxiques. Après la guerre, dans son laboratoire au Collège de France, Charles Moureux s'est intéressé à ces processus et a montré leur caractère de très grande généralité. En effet, la plupart des produits organiques se dégradent spontanément, bien sûr avec des vitesses très variables, à l'air, à la suite de réactions d'oxydation dues à la présence d'oxygène dans l'air. Le plus souvent, ces réactions sont activées par des catalyseurs. C'est le phénomène dit d'auto-oxydation. D'une certaine façon, tout s'autoxyde autour de nous. Par exemple, il est admis que le vieillissement de l'homme est dû en partie à des processus d'auto-oxydation qui frappent les molécules biologiques. Dans le domaine des sciences de la vie et de la médecine, on utilise le terme de stress oxydant pour caractériser l'ensemble de ces processus naturels, auxquels est soumis tout organisme vivant en atmosphère oxygénée. En comprenant l'origine et les mécanismes de ce processus, en identifiant les catalyseurs qui le favorisent, et surtout en observant que certains composés, en particulier des composés phénoliques,
comme l'hydroquinone, qu'il avait beaucoup étudié à l'époque, avait la capacité de ralentir et même d'arrêter ces réactions, Charles Moureux fait une découverte majeure de l'histoire des sciences, sans aucun doute la plus marquante de ces découvertes, à savoir celle des antioxydants, nomination actuelle pour ce que Charles Moureux à l'époque désignait comme antioxygène. Cette découverte, encore une fois, aurait certainement mérité le prix Nobel si, comme on l'a déjà dit, l'œuvre de Moureux n'avait pas été entachée du sang des soldats asphyxiés par ces molécules élaborées en temps de guerre. Ces antioxydants sont aujourd'hui utilisés à grande échelle comme agents de conservation et pour ralentir le vieillissement, c'est-à-dire l'oxydation des molécules et des matériaux dans l'industrie chimique, dans l'industrie alimentaire et dans les cosmétiques. De nombreux médicaments sont utilisés pour leurs propriétés antioxydantes. Les organismes vivants eux-mêmes ont élaboré des mécanismes complexes de régulation antioxydante qui leur permettent de vivre dans l'atmosphère oxygénée de la Terre et des molécules spécifiquement antioxydantes comme la vitamine C, la vitamine E ou l'ubiquinone qui est un antioxydant membranaire sur lequel nous travaillons aujourd'hui dans mon laboratoire au Collège de France. Ces questions constituent un domaine de recherche d'une très grande importance en sciences de la vie. Des armes chimiques aux antioxydants, on voit bien à nouveau tout le paradoxe de la science et de ce qu'en font les hommes. Une autre conséquence de son implication directe dans le conflit, et ce sera le second sujet que j'évoquerai devant vous, c'est le constat qu'il fait de l'état catastrophique dans lequel se trouve l'industrie française au début du XXe siècle. Il prend également conscience, d'une part, du rôle essentiel de la recherche scientifique dans le développement industriel, et d'autre part, de la nécessité, pour réussir ce développement harmonieusement, de mettre en place une organisation rationnelle de la recherche française, où l'État joue tout son rôle, à l'instar de l'État allemand. Il est en effet convaincu que c'est dans la science que chaque pays doit trouver une source de prospérité et de sécurité. Ces idées peuvent paraître triviales aujourd'hui, mais elles étaient véritablement révolutionnaires en 1918. À la sortie de la guerre, Charles Moureux se fixe donc une nouvelle mission, à laquelle il va consacrer tous ses efforts, à savoir une action de promotion de la science auprès des pouvoirs publics, lui semble-t-il incapable de percevoir l'importance de ces questions. Ce qui est urgent, dit-il, c'est que les sciences, dans un pays comme la France, trouvent auprès du pouvoir politique, comme du citoyen, un peu de cette considération qu'on accorde plus volontiers aux arts et aux lettres, dont l'opinion publique prétend plus aisément saisir l'utilité. Vous admettrez avec moi que cette problématique est toujours d'actualité. Le thème de notre colloque de rentrée l'an dernier, Sciences et démocratie, a d'ailleurs soulevé, d'une certaine façon, les mêmes préoccupations. L'action de Moureux portera ses fruits. Elle va contribuer à donner au laboratoire français des moyens significatifs en ressources humaines, en ressources financières et en équipement. Cette réussite, Moureux la doit au choix qu'il a fait de s'appuyer sur une grande voix du monde politique. Cette voix, ce sera celle de Maurice Barrès. On peut comprendre que le patriotisme de Moureux l'ait conduit à s'adresser à l'un des maîtres à penser de la droite nationaliste de l'entre-deux-guerres. On peut aussi s'étonner que 100 ans après, en octobre 2014, on évoque avec autant d'enthousiasme un intellectuel sulfureux, certes brillant écrivain, vénéré par Blum, Malraux et Yourcenar, mais anti-Dreyfusard, raciste et antisémite. Pourtant, force est de constater que Maurice Barrès, avec l'étroite complicité de Moureux, joua un rôle déterminant dans la défense de la science française. Maurice Barrès, député et membre de l'Académie française, par son talent de communicant, dirait-on aujourd'hui, par son autorité dans le public et dans le Parlement, par une formidable campagne de presse, couronnée par un discours mémorable à la Chambre des députés le 11 juin 1920, réussit à créer un mouvement national en faveur de la recherche scientifique. Nouvelles subventions pour les laboratoires, création du Comité national pour l'aide à la recherche scientifique, reconstitution de la vie scientifique du pays. On peut situer là, donc juste après le conflit de 1914, et comme une conséquence directe de la guerre, le véritable début d'une longue histoire de l'organisation de la recherche scientifique française. Nous sommes en 1920, il faudra néanmoins attendre le 19 octobre 1939
pour que le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, soit créé. Je ne peux m'empêcher, avant de terminer, de citer in extenso quelques passages de deux textes admirables. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est le discours de Barrès devant la Chambre des députés le 11 juin 1920. Le second, c'est une leçon donnée par Charles Moureux au Collège de France le 5 janvier 1924 et qui s'intitule « Maurice Barrès et la science française ». Dans le premier extrait du discours de Barrès, d'une formidable modernité, on y trouve en particulier un plaidoyer passionné pour la recherche scientifique et pour en faire une priorité nationale dans un contexte de grande misère des laboratoires français et de grande précarité de leurs chercheurs. Je cite donc Barrès s'adressant aux députés. Je ne l'imite pas, je le lis. « La misère de nos laboratoires est quelque chose de prodigieux. Quelqu'un qui visite les installations de la maison scientifique la plus illustre et la plus vénérable qu'il y ait dans le monde, notre Collège de France, qui depuis 4 siècles ne cesse pas d'être un lieu de haute création, est confus jusqu'à la honte des cuisines et des hangars où ont travaillé les plus grands savants. Un professeur de Cambridge, qui se faisait montrer les lieux misérables où les Claude Bernard, les Pasteur, les Berthelot, les Curie accomplirent leurs admirables travaux, s'écriait « Toutes les grandes découvertes qui, depuis 2 siècles, ont bouleversé le monde, transformé les conditions de la vie et métamorphosé l'état des connaissances humaines, ont donc été réalisées chez vous par miracle ?» Je me permets de dire que, par bonheur, grâce au soutien de l'État, de généreuses fondations et grâce à l'action de nombreux administrateurs, notamment les tout derniers, le Collège de France jouit aujourd'hui de conditions de travail remarquables que Maurice Barrès serait heureux de constater. Je ne parle pas des cuisines. Mais c'est un combat de tous les jours et malheureusement, le constat que fait Barrès en 1920, nous pourrions peut-être le faire aussi pour certains établissements universitaires aujourd'hui. Continuons avec Barrès. C'est un prodige de la force des vocations françaises que nous puissions trouver des savants avec la vie précaire et obscure que nous faisons à ces hommes d'éclatant mérite. Cela ne peut pas durer. Comment voulez-vous que dans une époque caractérisée si durement par le besoin d'argent, on trouve des vocations scientifiques en dehors des vocations de génie? On dirait véritablement du Prochians ou du Haroche. Je ne demande pas des réfections par bribes, des pierres qu'on apporte en hâte à refaire un coin pendant que l'autre continue de s'effriter. Il nous faut un plan d'ensemble de reconstitution de la science. Les sommes que nous consacrerons à mettre les ressources de matériel et de personnel à la disposition des savants rapporteront au centuple à la caisse publique. Développement économique et utilité pour le rayonnement de la France, voilà 2 arguments en faveur du secours que je vous demande de donner d'urgence à l'intelligence créatrice française. La leçon de Charles Moureux est un texte particulièrement intéressant. J'aurais envie de le lire dans sa totalité. Moureux y montre l'impact de l'action de Barrès sur la mobilisation du gouvernement et le sauvetage de la science française. Mais surtout, il y développe un certain nombre d'idées d'une très grande valeur et également d'une très grande actualité. Par exemple, sur la nature même de la science et de la recherche, sur la nécessité de mieux reconnaître la contribution des savants à la société, sur la nécessité d'une organisation centralisée de la recherche scientifique, sur la nécessité d'une continuité des efforts budgétaires et aussi sur l'importance du mécénat et des fondations, un sujet devenu actuellement d'une grande importance pour la plupart des institutions de recherche ambitieuses et sur lequel nous travaillons aujourd'hui très activement au Collège de France. Je le cite. « L'État, aux prises avec les énormes difficultés nées de la guerre, ne peut à lui seul suffire aux dépenses. C'est donc de l'initiative privée que doit venir le supplément de crédits indispensables. Aussi, le pays ne peut-il qu'applaudir avec reconnaissance au don magnifique, 10 millions de francs, du baron Edmond Rothschild. Avec quelle satisfaction n'a-t-on pas appris le geste si original de M. Henri Bernstein, donnant le produit du gala de sa pièce Judith à l'œuvre de nos bulletins scientifiques. Et un criqui
abandonnant au laboratoire scientifique sa part de revenus, 100 000 francs d'un match de boxe. Il y a moins de matchs de boxe en France en ce moment, et donc c'est plus difficile. Le dernier texte que je veux vous lire nous ramène au gaz de combat et au déchirement de conscience dans lesquels s'est trouvé Charles Moureux pendant la guerre. Il nous ramène à cette question d'une très grande complexité que nous nous posons tous en permanence, et tout particulièrement aujourd'hui, dans un contexte de grande sensibilité du citoyen aux questions d'environnement et de sécurité, OGM, pollution, nucléaire, réchauffement climatique, etc. Jusqu'à quel point la science doit-elle avancer, à partir duquel ces effets négatifs sur la société, sur la nature et sur l'homme deviennent plus importants que ces effets positifs? Écoutons Charles Moureux. On nous permettra d'aborder ici un sujet délicat, la puissance de l'homme par la science, qui le remplissait d'orgueil, vient d'avoir la plus terrible rançon. C'est que, en vérité, dans l'instrument de progrès forgé par le génie de la recherche, le tranchant est double. Et si sa part contributive dans l'amélioration de la condition humaine est considérable, il s'est rencontré une nation qui l'a détourné de sa mission humanitaire pour tenter de satisfaire ses appétits de domination universelle. Par bonheur, alors que la barbarie voulait étouffer la civilisation par la science, c'est par cette même science que la civilisation a vaincu la barbarie, mais au prix, hélas, des plus sanglantes hécatombes et des plus effroyables dévastations. La science est, comme toutes les forces, ce que l'on veut qu'elle soit, d'après l'usage que l'on en fait. Devant l'immensité du malheur, il en est qui hésitent, et même qui inclinent à penser pour l'humanité qu'elle demeurera éternellement dans l'obscurantisme des anciens âges. Cela ignore que la science créera la richesse où était la désolation. On ne peut pas terminer enfin sans dire le rôle joué par Moureux, malgré son sentiment patriotique et nationaliste et les rancœurs et les rancunes liées à la guerre, mais aussi comme une réponse internationaliste, originale à l'époque, tirée des leçons des désastres de la guerre. Donc son rôle dans la mise en réseau des chimistes aussi bien au niveau national qu'international, une initiative d'une très grande modernité à nouveau et qui révèle un formidable esprit d'ouverture. Il est plusieurs fois président de la Société chimique de France. Mais il est surtout l'un des acteurs majeurs de la création en 1919 de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, IUPAC, qui regroupe les chimistes du monde entier. Sauf pendant une période jusqu'en 1919, des Allemands qui n'intégreront cette organisation donc qu'en 1929. Charles Moureux deviendra le premier président de l'IUPAC. L'IUPAC existe encore aujourd'hui. Elle est une organisation très active. Les chimistes français, tout naturellement, viennent de se porter candidats pour l'organisation de son congrès et de son assemblée générale en 2019 pour célébrer son 100e anniversaire. D'ailleurs, notre collègue Clément Sanchez, qui est professeur de chimie au Collège de France, préside le comité d'organisation de cette manifestation. Il est temps de conclure. Donc, réflexion sur la place de la recherche scientifique dans le développement économique et social, réflexion sur l'usage bon ou mauvais que l'on peut faire de la science à la lumière des horreurs de la guerre chimique qu'elle peut engendrer en face des progrès formidables pour l'humanité qu'elle permet, réflexion sur la nécessité d'une structuration forte et cohérente de la recherche publique, aussi bien au niveau national qu'international. Les années d'après-guerre ont, en France comme ailleurs, été véritablement des années de rupture intellectuelle sur les grandes questions touchant à l'activité scientifique et sont à l'origine de profonds bouleversements dans la construction de politiques scientifiques en Europe. Cette prise de conscience et les actions qui en ont résulté juste après la guerre sont l'œuvre collective de grands scientifiques et de personnalités politiques, étroitement complices comme Charles Moureux et Maurice Barrès. On a envie de se poser la question, une telle complicité est-elle possible aujourd'hui ? En même temps, 100 ans plus tard, il est frappant de voir à quel point,
Après un siècle de progrès et de bouleversements économiques, politiques, sociaux et technologiques, les mêmes problèmes se posent à nouveau, en France en particulier. Reconnaissance insuffisante de la recherche dans les politiques publiques, dans la société et dans l'industrie, faiblesse des budgets des universités et des instituts publics de recherche, mais également en partie de nos laboratoires industriels, faiblesse des salaires des chercheurs et perte d'attractivité des métiers de la recherche auprès de nos meilleurs étudiants, sujet sur lequel nous sommes nombreux à alerter régulièrement les pouvoirs politiques. Tout cela malgré la conviction partagée que la recherche et l'innovation seront au cœur d'une nouvelle croissance. De la même façon, 100 ans plus tard, les armes chimiques, on l'a vu, n'ont pas disparu de la planète et le combat contre la guerre chimique doit continuer avec toujours plus de force. Je vous remercie.